Bruno, merci de répondre à nos questions. Alors, on va commencer par quelque chose qui est important. À l'époque où tu traversais une période difficile, tu as refusé d'écrire un livre. Et la forte somme d'argent qui, bien sûr, allait avec, un livre qu'on t'avait proposé d'écrire pour balancer sur les autres joueurs. Moi, ça me fait penser un peu à Lucky Luke, tu sais, l'homme intègre qui refuse de toucher les récompenses. Pas mal. Ouais. Ouais, j'aime bien. Bien. C'est vrai, on m'avait proposé il y a très longtemps d'écrire un livre, mais malheureusement, moi, je voulais parler de ma vie, de mon histoire, et la seule chose qu'on voulait que je fasse, c'est de dire un peu, si tu veux, tous les potins qu'il pouvait y avoir dans le football, les gens qui se chargeaient, les gens qui sortaient, les gens qui couchaient à droite et à gauche. Et j'ai dit, mais moi, ça m'intéresse absolument pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est d'écrire sur moi. C'est ma vie qui m'intéresse, c'est pas celle des autres. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un vrai livre sur ta vie que tu as écrit. C'était important pour toi de le faire, non? C'est très important, et je vais te dire pourquoi. Déjà, parce que j'ai 4 enfants, donc 3 garçons et une fille. Ils connaissent pas ma vie par cœur. J'ai eu beaucoup d'absences à cause de mon métier, où je les ai pas vus souvent. Après, j'étais, tu sais, malheureusement à l'époque, c'était tous les 15 jours, parce qu'il n'y avait pas de garde alternée, ça n'existait pas encore. Donc voilà, si tu veux, aujourd'hui, ça me permet c'est un exutoire pour moi, tu vois, de dire, de raconter toute ma vie et qu'ils sachent réellement tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai traversé et comment je m'en suis sorti surtout. C'est ça le plus important. Alors, tu vois, moi, en le lisant, j'ai réalisé que tu es peut-être aussi fier, peut-être même plus encore, d'avoir résisté aux aléas de la vie que d'avoir fait une grande carrière professionnelle. C'est deux choses très importantes pour toi, mais on a l'impression que la première est encore plus importante. Tu es encore plus fier de ça. Exactement. Je suis très fier de ce livre parce que, si tu veux, je raconte vraiment tout sur moi. Tu vois, je me mets à nu. Et quelque part, c'est pour faire comprendre aux gens que quand tu as la santé, tu peux te battre jusqu'à la mort. Il faut rien lâcher. Il faut alerter les gens. Il faut aller vers eux. Il faut leur dire, voilà, je suis en danger, j'ai des gros problèmes, il faut que je m'en sorte. Et grâce à ça, si tu veux, j'ai pu mettre sur ce livre tout ce que j'ai pu traverser, qui a été aussi bon et aussi négatif dans ma vie. Et je pense que c'est vrai, comme tu dis, c'est une grande réussite de pouvoir avoir écrit ce livre avec mes mots à moi, avec mon ressenti et avec tout ce que j'ai pu vivre de bien et de mal dans cette période-là. Voilà. Et c'est vrai que ma carrière de footballeur a été très importante, si tu veux. Mais comme j'explique, si tu veux, dans le livre, c'est que la seule chose qui m'a fait énormément de mal, c'est plus d'avoir perdu mon métier qu'autre chose. Tu vois? Aujourd'hui, on te sent, comment dire, soulagé, heureux, fier? Alors, très heureux, très fier. J'ai une vie que j'aime énormément. Je fais beaucoup de choses qui m'intéressent. Et si tu veux, ça a permis aussi d'enlever, si tu veux, tous les gens négatifs autour de moi. Ça a fait énormément de tri. Et aujourd'hui, j'ai une vie saine, une vie tranquille, à côté de la femme que j'aime aujourd'hui, à côté de mes enfants. Et je peux pas être plus heureux, si tu veux, aujourd'hui. Voilà. Alors, justement, en parlant de ta vie d'aujourd'hui, tu as l'aspect professionnel de ta vie. Parle-nous de ton projet Social Foot. Alors, mon projet Social Foot, ça fait 3 ans et demi de travail. C'est un projet qui est parti sur une idée, comment on peut aider le football amateur. Donc, je suis parti de là avec donc mes amis. On a discuté longuement. Il fallait trouver d'autres choses pour intéresser, si tu veux, cette application qui va sortir dans 10 jours. Et d'autres idées, tu vois, les partenaires qu'on pouvait trouver pour aider ce monde amateur, qui malheureusement, si tu veux, pour que ça devienne une passion, voilà, il faut qu'il y ait quand même des choses qui puissent les aider, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui le football amateur, c'est le football pauvre, où malheureusement ils sont obligés de travailler pour pouvoir jouer, si tu veux, le week-end. Donc nous, si tu veux, l'application, ça va être une plateforme qui va réunir
donc les clubs, les partenaires et les joueurs. Donc le but, c'est de les faire tous se rencontrer sur cette application, donc sur cette plateforme. C'est-à-dire que les clubs vont pouvoir recruter directement par cette plateforme en mettant des annonces, tu vois. Les joueurs, ils vont y faire exactement la même chose, mettre leur CV, mettre leur vidéo de match et de dire voilà, j'habite à 10 km de Rennes, je cherche un club de DH. De suite, il va y avoir une recherche qui est fichée directement pour le club qui les intéresse et après ils enverront directement leur CV, leur vidéo, leurs commentaires et après il y aura les partenaires qui seront au milieu qui vont pouvoir aider tous ces joueurs-là et les clubs à trouver des sponsors, à trouver un emploi et à trouver un logement. Voilà. Donc je pense que on a essayé de faire le plus complet possible pour que tout le monde s'y retrouve. Voilà. Aujourd'hui, toi qui es au contact du terrain au jour le jour, c'est toujours aussi difficile pour un footballeur non professionnel de trouver l'équilibre entre besoin de travailler et réussir à s'entraîner? C'est exactement ça. Voilà, tu as bien dit la phrase, c'est que ces joueurs, ils jouent, si tu veux, ils s'entraînent 2 ou 3 fois par semaine, ils jouent le week-end, mais entre-temps, ils travaillent. Aujourd'hui, ils pourraient pas, si tu veux, jouer qu'au football. C'est impossible. Ils s'en sortiraient pas. Donc, obligatoirement, ils sont obligés de travailler à côté. Et c'est pour ça, si tu veux, qu'on a voulu créer cette application qui va leur permettre d'avoir une sécurité de l'emploi et de trouver un logement assez rapidement et de trouver un club assez rapidement aussi. Donc voilà, si tu veux, on a essayé de réunir les trois, c'est-à-dire équipe, partenaires et joueurs, pour qu'ils puissent se trouver rapidement sur cette plateforme. Alors, voilà. L'application, c'est l'instrument que vous êtes en train de développer. Dans l'univers du projet Social Foot, il y a des extensions, des développements qui sont prévus? Exactement, il y a des extensions qui vont être prévues. Pour le handball, qui sera, donc le parrain, c'est Jérôme Fernandez, qui va prendre l'application pour lui-même. Il y aura le volley avec Vicarava. Il y aura le judo avec un champion d'Europe et un champion olympique. Et après, j'espère le dupliquer avec le rugby, avec du sautoir, qui est l'associé de Jérôme Fernandez, à qui je dois prendre un rendez-vous avec lui à Toulouse pour lui présenter donc l'application football, pour qu'il comprenne ce que ça sera pour le rugby. Voilà. Ok, bon ben on va faire passer le message. Si. La Coupe du Monde a commencé. Comment as-tu trouvé l'équipe de France sur ce premier match? Ben écoute, on en parlait tout à l'heure donc avec Nicolas. Pour moi, ils sont rentrés difficilement dans cette Coupe du Monde. On a trouvé une équipe qui n'arrivait pas à se trouver sur le terrain, qui était mal placée, des joueurs qui s'entendaient pas trop bien. On a vu Antoine Griezmann qui savait pas trop où se mettre sur le terrain. Mbappé et Dembélé qui savaient pas trop savoir s'ils jouaient à gauche ou à droite. Avec un Pogba qui a pas fait un gros match non plus. Je pense qu'aujourd'hui il va y avoir des changements contre le Pérou parce qu'on va rencontrer une équipe qui va très vite. Donc il va falloir faire attention parce que je vois que malheureusement il n'y a pas que la France qui est mal rentrée dans la Coupe du Monde puisqu'il y a l'Allemagne aussi. Il y a l'Espagne pour moi qui a été avec le Portugal le meilleur match pour l'instant de la Coupe du Monde. Hier j'ai vu les Anglais contre les Tunisiens où on a vu qu'ils ont joué contre une équipe qui jouait l'attaque, la défense-attaque où ça a été très dur de leur marquer un but. Donc je pense qu'il n'y a pas de petites équipes à la Coupe du Monde. Tous les matchs seront difficiles à gagner. Il faut savoir que la Coupe du Monde, et j'en ai fait 2, et que ça n'a rien à voir avec les autres compétitions, que tu parles de championnat, d'Europa League ou de Champions League ou de Coupe d'Europe. Je veux dire, ça n'a rien à voir. La Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde. Je veux dire, quand tu as les équipes qui rentrent sur le terrain, elles se donnent à 150%. Donc, il va falloir que tu sois à 150% pour chaque fois remporter ton match. Voilà, aujourd'hui, ce sera ça. Tu trouves des éléments de comparaison avec l'équipe de France que toi, tu as connue, dans laquelle tu as joué? Bah écoute, moi, j'arrive pas trop à me retrouver, si tu veux, dans cette équipe de France, parce que déjà, ça joue pas comme nous.
On jouait pas de cette manière-là. Nous, on jouait avec 2 attaquants, 4 milieux et 4 défenseurs et un gardien. Mais nous, si tu veux, on avait un milieu exceptionnel. Je veux dire, qui c'est qui connaît pas le carré magique? Quand tu as des joueurs comme Giresse, Gengini, Tigana et Platini, excuse-moi, mais si tu me le trouves là dans une seule équipe de la Coupe du Monde, eh bien, écoute, chapeau. Moi, pour l'instant, j'en ai pas retrouvé des joueurs comme ça. Quel souvenir tu as justement de cette époque? Tu as parlé du fameux carré magique, auquel on peut ajouter aussi Luis Fernandez sur la deuxième partie. Tout à fait, qui est arrivé sur la deuxième partie, oui. Quel souvenir tu as de cette époque? On pourrait rajouter Zidane aussi, hein, parce que pour moi, Zidane, il pourrait faire partie du quatuor aussi, hein, parce que ça a été un magnifique joueur et on sait la carrière qu'il a faite aujourd'hui, c'est énorme, c'est magnifique. Beaucoup de respect pour ce joueur parce que c'est une personne qui a jamais changé, qui est restée très proche de ses amis. Et sincèrement, moi, je voulais donner juste, voilà, un coup de chapeau, voilà. Entre Canois. Entre Canois, exactement. Voilà. Alors donc, quel souvenir tu gardes quand même de l'époque carré magique, de cette époque où tu étais en équipe de France? Alors, je vais te dire ce que je garde vraiment, hein, je vais te dire. C'est l'ambiance qu'il y avait entre tous les joueurs. Alors, je vais t'expliquer, c'est très simple. Il y avait les anciens, il y avait les moins anciens et les très jeunes. Eh ben, il n'y avait pas de différence. C'est-à-dire qu'on pouvait parler avec tout le monde. C'est-à-dire qu'on pouvait jouer aux cartes avec un, on pouvait jouer au billard, on pouvait jouer au tennis-ballon. Je veux dire, il y avait un mélange de joueurs qui s'entendaient super bien. Tu sais, quand tu restes 1 mois et demi en stage à Font-Romeu et après tu restes encore 1 mois et demi en Coupe du Monde, si t'as pas une ambiance dans l'équipe, ou si t'as pas, si tu veux, une osmose où chacun joue pour l'autre, ça peut pas marcher. Sincèrement, ça peut pas marcher. Tu peux pas être champion du monde comme ça. C'est pas possible. Alors, carré magique, c'est une belle histoire. C'est aussi la belle histoire que nous sommes en train de développer avec Nicolas. Tu portes le polo France qu'on a sorti pour la Coupe du Monde. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de cette idée de raconter au travers de produits, de polo, de l'histoire, la grande histoire du football, la grande histoire des grandes équipes, et dont la grande histoire de l'équipe dans laquelle tu as eu la chance de jouer, et tu as eu surtout, nous a fait l'honneur de faire voir une très grande équipe de France. Ben écoute, tu sais, quand j'ai mis donc ce polo là, avec ces bandes là, ça m'a rappelé 82. C'est impressionnant, quoi. Je veux dire, j'avais l'impression de mettre le maillot et de dire, allez les gars, on rentre, on va jouer. Et c'est exactement ça, quoi. T'as l'impression de te retrouver en 82 avec Marius Trésor, Jean Vion, Rocheteau, qui était mon idole, t'imagines. Et de mettre ça, ça me fait revenir en arrière et ça me donne des souvenirs, mais magiques. Tu sais, quand t'arrives, t'as 19 ans, tu arrives à une Coupe du Monde, tu te retrouves avec des joueurs qui sont adulés et qui sont aimés, avec ce quatuor magique du milieu de terrain. Tu joues avec Platini, Giresse, Tigana, Fernandez ou Gengini, et tu joues avec Rocheteau, tu vois, je veux dire, t'as Marius Trésor, Janvion, Lopez, c'est magnifique, Baptiston, tu t'imagines un peu, et des souvenirs qui te remontent à la surface. Je crois que c'est merveilleux, merveilleux, vraiment. Je crois qu'avec toi, tu as un autre polo. Oui, j'ai un autre polo que je vais te montrer d'ailleurs, qui va te parler. Hein. Bah oui, parce que tu viens de me parler, il me semble que j'ai compris ce que c'était. Voilà. Tu viens de me parler de Dominique Rocheteau. 99e minute de jeu, Guadalajara, 86, tu rentres en jeu et tu marques un des pénaltys de la qualification de la France contre le Brésil. Exactement, mais tu vois, là vous me faites du mal, vous me faites rappeler de tout le bonheur que j'ai vécu dans le monde du football, t'imagines? Ouais. Ça c'est magique, tu vois, quand je vois ce maillot, j'ai l'impression que je suis dans le rond central et je vais tirer le pénalty, quoi. Ouais, enfin, tu n'as pas l'impression, tu vas surtout le marquer le pénalty. Ouais, c'est ça, ouais, mais même, j'ai encore dedans, quoi, je l'ai pas encore tiré, tu vois, je suis encore dans le rang central et je suis en train de me poser la question que si je le manque, c'est bon, je rentre en pirogue en France, quoi. C'est exactement ça. Parce qu'il faut savoir quand même que l'histoire, Thierry, c'est que je suis pas prévu, moi, dans les tirs au but, hein, parce que je suis remplaçant. Je rentre pendant la deuxième mi-temps des prolongations. Je sais pas si tu vois. Donc, je rentre à un quart d'heure de la fin, où d'ailleurs, j'ai une action, si tu te rappelles bien, lancée par Platini, je pars seul, le gardien, il sort de sa surface, il me rentre dedans, que là, aujourd'hui, ça serait carton rouge. On est d'accord?
J'essaye de tenir comme je peux sur mes jambes parce que je pense que je vais récupérer le ballon. Mais malheureusement, je ne le récupère jamais parce que je suis déséquilibré. Derrière, on a failli prendre un but que le centre, malheureusement, heureusement qu'il la met juste à côté. Et après, il y a la séance des pénaltys. Là, je vais te dire, j'étais carbonisé. Tu respirais, c'était de l'air chaud. Hein, tu veux dire, on avait l'oxygène dans les vestiaires. C'était magnifique à vivre. Franchement, c'était des moments merveilleux. Moi, je suis là, tranquille. Tout le monde se fait masser, tu vois, ce qu'on jouait, tout le match. Et moi, je suis là, je suis tranquille, je suis assis par terre sur la pelouse, à côté du banc. Et là, je vois Henri Michel qui passe de joueur en joueur. Et je dis, et je le vois avancer au fur et à mesure vers moi, tu vois. Et là, je me dis dans ma tête, mais c'est pas possible, il va pas venir me demander à moi de tirer le penalty, je viens de rentrer. Et là, il vient me voir, il me dit, Bruno, t'es obligé de tirer, il n'y a personne. Oh putain, et là, je dis, c'est pas possible. J'ai dit, ben écoute, s'il n'y a personne, je suis obligé d'y aller. Et malheureusement, je suis obligé d'y aller, donc j'y vais, c'est bon. Mais quand je suis dans le rond central avec les autres joueurs, parce que tu as les joueurs français et les joueurs brésiliens. Et là, mais chaque fois qu'il y avait un joueur qui partait de chez nous, ça sifflait. Tu avais plus de 90 000 personnes là-bas. Et c'était pratiquement que des jaunes, que des Brésiliens, tu vois, dans les tribunes. Et là, tu te dis, mais si je manque le penalty, puisque moi j'avais vécu 82, Thierry. Donc je sais ce que Didier Six a vécu pendant toute sa vie avec ce penalty raté contre Schumacher, tu vois. Donc je me dis, si je manque le penalty, mais ma carrière elle est finie, que moi j'étais même pas prévu. Et tu marques un penalty dans une séance où Socrates et Platini l'ont raté, donc là tu peux raconter des belles histoires à tes enfants là. Ah ben écoute, c'est clair. Et tu peux le raconter que quand tu l'as marqué, parce que quand tu l'as pas marqué, tu préfères éviter de la raconter l'histoire. Tu vois, je te dis. Ouais. Donc là, ça peut rester comme bon souvenir. D'ailleurs, je me rappellerai toute ma vie. C'était son dernier match à Michel Drucker. Il est descendu, il était derrière les grilles, et il m'a dit, Bruno, chapeau. Putain, t'as eu les couilles de le tirer. Putain, s'il avait su que je m'étais chié dessus avant, peut-être que j'ai dit ouais, putain, super. Ouais, j'étais décomposé. Bon, mais alors, par contre, quelle délivrance quand je l'ai mis, Thierry, laisse tomber. Bon, alors, j'ai dit, c'est fini, moi je suis tranquille. Hein. Moi j'ai fait mon boulot. Bon, allez, pour finir cette interview là, tu portes le maillot France, tu as dans les mains le maillot Brésil. On a fait aussi un polo Argentine et un polo Portugal. On a un des 4 vainqueurs de la Coupe du Monde. Celui-là. Tu le vois? Ouais, tu les vois bien, toi? Moi, je les vois bien. Ouais. Et en finale contre la France. Eh oui. Ça serait moins drôle, ça, déjà. Bah écoute, après, c'est à eux à me faire mentir en finale. Hein. Oh. Bon, bah écoute, Bruno, je te remercie infiniment pour... de toute façon, hein. Je te remercie infiniment, ça a été un bon moment à passer ensemble. Ça nous a rappelé des bons souvenirs. Moi aussi. Et je vous souhaite vraiment du grand bonheur parce que vous avez fait un super boulot, c'est magnifique. Vraiment, moi j'adore.